Vous d'actualité, le journal et moi très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous. On commence à l'Assemblée nationale où Aubin Minakou a suspendu de 3 mois et retenu des émoluments les députés coupables de la récente agression à l'endroit de leur collègue Valentin Senga à la Chambre basse du Parlement. Il a déclaré lors de la plénière de ce mardi traitant la loi de réédition de comptes exercice 2013 qui a été adoptée et prévoit des recommandations que le gouvernement devra observer pour l'amélioration dans la perception des recettes. Après avoir été présenté en plénière par le ministre des Finances, Patrice Kitebi, la loi de réédition des comptes exercice 2013 a été envoyée à la Commission économique et financière pour un travail en profondeur. Cet exercice a été effectué en toute responsabilité. Plusieurs membres du gouvernement et autres mandataires publics ont été auditionnés. Et ce mardi, après débat, la loi de réédition des comptes exercice 2013 a été adopté et les recommandations ont été faites. C'était le moment effectivement d'auditionner tous les gestionnaires publics, ceux qui sont chargés de la mobilisation des recettes d'une part et ceux qui sont chargés de dépenser l'argent public, de nous rendre compte. Bien avant la levée de la séance, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou a annoncé la décision du bureau de suspendre les députés auteurs des actes d'agression sur l'honorable Senga en plénière. Il est infligé aux honorables députés Apalata Ambo Bienvenue, Bassango Mokejo Léon Déon, Kezamoudou Moussissiri Jean-Pierre, Twambe Adoubango Gite, Massanza Mako Gougo Defroy, Eweka Ukaba Pierrot, la sanction d'exclusion temporaire de l'enceinte de l'Assemblée nationale et de privation d'une partie de leur indemnité parlementaire pendant 3 mois. Pour les élus du peuple, la décision du bureau de l'Assemblée nationale vise à crédibiliser la Chambre basse du Parlement congolais. La discipline, c'est le mot-clé. Il se fait que les députés se sont comportés comme ils se sont comportés. Ils sont allés au-delà jusqu'à porter la main sur des collègues. Alors il n'était que normal, au nom de la discipline, au nom du respect des hommes d'État, qu'on puisse prendre des sanctions y afférentes. Et puis 14 Enyélé, anciens membres du mouvement de libération indépendante et alliés, ont été libérés. L'annonce a été faite lundi en application de l'arrêté ministériel portant exécution de la loi d'amnistie signée par le chef de l'État pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Je remercie le chef de l'État pour son amnistie. Maintenant, je reprends la vie civile pour assurer l'avenir de mes enfants. Je loue Dieu. C'est la déclaration de l'un des amnistiés, Mangemba Junior, après leur libération, dont la cérémonie a été présidée par l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de l'Équateur, à la prison centrale de Mbandaka. Ici, un membre de famille, connaissances et badauds n'ont pu retenir leur joie quand les 14 anciens insurgés sur le 21 condamnés ont franchi le portail de la prison en hommes libres. Et cet autre s'était déjà évadé auparavant, a indiqué l'auditeur supérieur John Penja. 2 des 14 libérés ont choisi l'intégration à l'armée et les 12 autres ont opté pour le retour à la vie civile et ont été mis à la disposition de la mairie de Mbandaka pour leur rapatriement dans leur milieu d'origine. Présent à la cérémonie de libération, le ministre provincial de la Justice et Droits humains, Pascal Selinga, a exhorté les personnes libérées au respect des lois du pays. Maintenant, vous êtes des hommes libres sous condition, c'est-à-dire que vous devez mener une vie correcte, d'un bon citoyen, un citoyen exemplaire qui ne va plus s'hasarder à une telle aventure insurrectionnelle. Les représentants de la MONUSCO et du collectif des avocats qui avaient longuement plaidé pour cette libération ont aussi marqué leur satisfaction. Rappelons que ces insurgés avaient été arrêtés à la suite d'une insurrection consécutive au conflit communautaire ayant opposé les Enyélé et les Monzaya en 2009 et 2010 à Dongo, dans le sud Ubangi. Chacun d'eux a reçu une fiche de libération devant servir de témoignage.
Autre chose à présent, dans le cadre de son opération de sensibilisation, la Cour pénale internationale a organisé ce mardi à Kisangani une session d'information à l'intention de députés ressortissants de la province orientale, question de leur informer de l'évolution de différents dossiers gérés par la Cour, notamment ceux concernant les crimes commis sur l'étendue du territoire national. Je vous propose d'écouter Patrick Chiboui, assistant chargé de sensibilisation de la CPI en RDC. Nous avons eu une session d'information avec les députés provinciaux de la province orientale à Kisangani. Cette session avait pour objet de pouvoir informer les députés provinciaux de la province orientale de l'évolution des affaires en cours dans la situation en RDC. Comme vous le savez, ces affaires en cours concernent le district de l'Ituri, notamment l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga, le procureur contre Germain Katanga, le procureur contre Mathieu Ngudjolo, le procureur contre Bosco Tanganda. On les a informés sur le fait que dans l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga, le procès ayant déjà pris fin, Thomas Lubanga ayant fait appel, cette affaire est en phase d'appel actuellement. Donc nous attendons l'arrêt de la chambre d'appel. De même aussi, nous attendons l'arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire le procureur contre Mathieu Ngudjolo, qui a été acquitté, mais le procureur a interjeté appel, et donc nous sommes en phase d'appel, nous attendons l'appel. Nous avons également eu à dire que dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga, nous avons là un jugement maintenant définitif, parce que Germain Katanga est allé en appel, le procureur également est allé en appel, et du fait que tous ces deux parties ont retiré leur recours en appel, Germain Katanga le procureur, le jugement maintenant est devenu définitif. Et nous avons également eu à dire que par rapport à Bosco Tanganda, toutes les charges ont été confirmées, et nous attendons maintenant l'ouverture de ce procès. Il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que l'unité de la sensibilisation de la CPI rencontre les députés provinciaux. Donc c'est assez régulièrement que nous organisons de tels échanges avec les députés provinciaux pour répondre à leurs préoccupations et pour leur expliquer de manière générale le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Après l'arrêt de travail des magistrats en début du mois en cours, le premier président de la Cour suprême de justice et le président du Conseil supérieur de la magistrature se sont entretenus avec les 5 syndicats légalement constitués en RDC pour une sortie de crise heureuse. Au cœur de leur entretien, le social des magistrats et bien entendu d'autres questions liées à l'arrêt spontané de travail des magistrats dans certains officines et parquets. C'est pour relancer le dialogue interrompu il y a peu que les 5 syndicats des magistrats qui comptent les cours et tribunaux congolais se sont réunis autour du premier président de la Cour suprême de justice et du président du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats qui réclament l'application du barème de 2011 ont arrêté spontanément le travail alors qu'un dialogue avec le partenaire officiel était déjà lancé. Chose que le premier président de la Cour suprême de justice et le président du Conseil supérieur de magistrats ont reproché à leurs interlocuteurs. Pour ces syndicalistes, la réunion de ces jours constitue la face visible du dialogue. Là, c'est la relance du dialogue. Comme vous venez de constater, tous les syndicats sont là depuis qu'il y a eu ces arrêts de travail en début du mois. Tous les syndicalistes qui avaient pris part aux accords du Palais de la Nation ont repris le dialogue avec comme document de travail essentiel les accords du Palais de la Nation conclus au lendemain du discours de Kingakati. Les syndicats aujourd'hui sont réunis pour faire leur travail, de dialoguer avec toutes les parties. Les autorités judiciaires, le premier président de la Cour suprême, PGR, vont faire leur part de travail et le gouvernement aussi en son temps. Honoré de la visite, le premier président de la Cour suprême de justice a pris fait et cause des dossiers de magistrats, mais recommande aux syndicats la patience et surtout le retenue afin de donner satisfaction aux démarches du bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour une sortie de crise heureuse. Parlons transport dans ce journal avec cette réunion extraordinaire du comité de direction de la Commission internationale du bassin Congo Bangui-Sanga tenue à Kinshasa pour adopter un régime commun de navigation mais également des stratégies de lutte contre les accidents lacustres et fluviaux qui endeuillent les populations depuis un certain temps dans la région. Les accidents lacustres et fluviaux,
Les naufrages dans le bassin Congo-Ubangi-Sanga restent une préoccupation de cette commission qui intègre l'évolution du droit fluvial international. Voilà qui justifie la présence à Kinshasa des membres venus du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville pour la mise en place des stratégies qui permettent la standardisation sur la navigation. L'enjeu, c'est de permettre justement des normes de construction des unités qui répondent aux critères de fiabilité et surtout de sécurité dans le transport de passagers et de marchandises. Des normes salutaires pour la RDC qui connaît des périodes noires dans la navigation suite à des surcharges de l'embarcation, à la vétusté des unités de navigation et le manque de qualification du personnel navigant. Nous enregistrons de temps à autre des accidents qui ont endeuillé nos populations, notre pays. Il n'y a pas plus longtemps, il y avait au niveau de lac Albert, il y a ce naufrage qui a eu lieu. Il faut sécuriser la navigation. Ce sont des autoroutes naturelles que Dieu nous a données. La commission s'est investie pour produire un cahier des statistiques des accidents de navigation pour permettre aux décideurs politiques et administratifs de prendre des mesures sécurisant les populations. On va parler cette fois de l'évaluation des progrès réalisés par la RDC et ses partenaires d'appui au développement depuis 2012 qui a eu lieu ce mardi. Plusieurs membres du gouvernement central se sont réunis avec les organismes d'appui au développement dans une séance des travaux appelée « Rapport national sur les objectifs du millénaire à accomplir pour le développement de la RDC ». Nous sommes au fleuve Congo Hôtel. D'un côté, les ministres congolais des différents secteurs et de l'autre, les organismes partenaires d'appui au développement de la RDC. C'est une grande réunion pour évaluer les actions menées pour le développement de la RDC depuis 2012 et ce qui reste encore à accomplir. Nous sommes en train de présenter un rapport qui porte sur une situation allant de 2010 à 2012-2013. Je voudrais vous indiquer que depuis lors, il y a également beaucoup d'actions qui ont été menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Il y a, comme vous l'avez vu, un programme visant à accélérer la réalisation de certains objectifs du millénaire pour le développement. Et donc depuis lors, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées et il va falloir attendre la dernière enquête que nous sommes en train de mener, que nous sommes en train d'organiser, et qui va nous permettre justement de mettre à jour ces indicateurs et de pouvoir fixer l'opinion sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement par la République démocratique du Congo. L'évaluation a tourné sur des questions liées à l'éducation, santé, sécurité et sociale, telles que fixées dans le programme de 2010 à 2013, en rapport avec les objectifs du millénaire pour le développement. Déjà, je vous indique que les derniers rapports d'enquête dans le cadre de l'enquête 1, 2, 3 et l'enquête EDS indiquent qu'il y a une actualisation qu'on devrait faire sur un certain nombre d'indicateurs. Beaucoup a été fait, mais il reste encore à faire dans ce partenariat avant de parler d'un vrai développement en République démocratique du Congo. Ouvrons à présent un dossier assez spécial consacré à la révolution de la modernité dans la province du Bas-Congo dans son volet social. Sachez que ce programme poursuit son bon nombre de chemins en province avec l'implication de son gouverneur Jacques Mbadou qui est visiblement le bon élève au regard de son actif qui vaut bien la peine d'éloge. Dans cette première livraison, l'accent est mis sur l'accès à l'eau et l'électricité dans un dossier scruté par Fred Zantoto. À l'instar d'autres provinces, l'envol du Bas-Congo passe inévitablement par le volet social. Et Jacques Mbadou, le gouverneur de province, en est fort conscient. Au regard de ce défi colossal, le gouverneur s'y attelle méthodiquement dans ses actions en lançant le projet d'adduction d'eau dans différentes villes. Pour la ville de Matadi par exemple, une enveloppe de 162 000 $ américains ont été versés à la Régie des eaux et 250 000 autres dollars pour 5 000 ménages déjà raccordés. Bien plus, des bornes fontaines ont été installées à la grande satisfaction de sa population. Pour Matadi, à peine 273 ménages avaient souscrit. Il fallait donc les 10 000 ménages de Kinshasa, les 15 000 ménages de Kinshasa, les 5 000 ménages de Matadi devaient souscrire pour 50 $ pour avoir
l'eau dans leur maison. Ça n'a pas été fait par nos concitoyens, n'est-ce pas, à mesure de payer les $50. Et quand la Banque mondiale est arrivée, le même jour, nous avons reçu M. Madio Fall. Nous lui avons dit la province prend en charge la caution à verser pour les 5 000 ménages. La desserte en électricité au Bas-Congo constitue également le cheval de bataille du gouverneur Jacques Mbadou, qui estime que sa province devrait en être